soutenue par la France Insoumise, qui est conduite par Manon Aubry. Et c'est Adrien Quatennens qui, ce matin, dans les studios du Figaro, qui lui est député de la France Insoumise, député du Nord. Adrien Quatennens, bonjour. Bonjour Yves Tréhard. Alors, on regarde les sondages. Les sondages vous donnent un peu moins de 10% pour la liste conduite par Madame Aubry. Pourquoi vous décollez pas? Un peu moins de 10%, puis des fois 10%. Bon, oui. regardons. C'est quand même beaucoup moins que Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Bon, d'abord, une première chose, Yves Tréhard, moi je serais favorable à ce que dans les dernières semaines de campagne, on évacue les sondages. Parce qu'on voit bien l'effet que ça produit, c'est que plutôt que de relayer une actualité, ça en crée souvent une de toutes pièces. Vous voyez, précisément, on a inventé l'isoloir pour que les gens votent librement sans injonction au vote, et les sondages font l'effet inverse, c'est-à-dire c'est une injonction permanente à voter pour tel ou tel. C'est peut-être aussi parce que le discours qui est tenu n'est pas un discours très audible pour les Moi, je ne le crois pas. C'est vrai qu'on a une difficulté, c'est y compris que dans le traitement médiatico-politique, mais sans doute effectivement que le grand débat national qui n'a de grand que le nom de M. Macron y est pour quelque chose. Nous, ça fait 8 mois que nous sommes en campagne sur un programme, parce qu'on estime qu'une élection européenne, c'est important, et qu'un programme, il faut prendre le temps de la discussion, de le mettre en circulation. Ça fait 8 mois qu'on fait campagne sur un programme, il n'y a quasiment aucune de nos idées qui ressort. C'est-à-dire qu'on n'est que dans un commentaire politicien tout le temps. C'est un échec alors. Un échec peut-être de la sphère médiatico-politique, il faut se poser la question, parce que nous, véritablement, des propositions claires et un diagnostic précis de la situation européenne, nous en avons. Donc, ça fait 8 mois qu'on fait campagne, il y aura à peu près, en fin de campagne, 500 réunions publiques de la France Insoumise, toute envergure. Donc ce programme, il est mis en circulation, c'est autre chose que le programme de La République En Marche, qui tombe comme un cheveu sur la soupe, avec beaucoup de contradictions. Mais pour vous répondre sur l'abstention et le fait que cette élection ne passionne pas, je crois qu'il faut se dire les choses franchement. Historiquement. Oui, mais il y a quelques cicatrices qui restent ouvertes. Quand en 2005, les Français votent dans une campagne qui avait d'ailleurs plutôt intéressé la population, où on courait d'une réunion à l'autre avec le gros texte pour parler de la Constitution, les Français ont voté non. On peut être d'accord ou pas avec ce vote, mais ce vote a eu lieu. Et normalement, quand un vote a lieu, on le respecte. Que les Français ont le sentiment que ça ne sert à rien leur vote? Je crois que précisément, quand les Français sont appelés à voter pour un référendum et que M. Sarkozy arrive et fait le contraire de ce que le peuple français a décidé, ça pose un problème. Quand M. Hollande se fait élire en disant « je vais renégocier ces traités », justement sur la base du vote trahi de 2005 qu'il ne les négocie pas, c'est un problème. Quand M. Macron fait le traité de libre-échange avec le Canada, sans même que vos humbles serviteurs à l'Assemblée nationale n'aient quoi que ce soit à dire sur le sujet, ça pose un vrai problème. Il y a quand même quelque chose qui montre qu'il y a une distinction à opérer entre ce que vous proposez et ce que les Français pensent si on s'en tient au sondage. On regarde les sondages, les Français disent « nous, on ne veut pas sortir de l'Europe ». Et d'ailleurs, aucun peuple européen, si on regarde bien les sondages, ne veut sortir de l'Europe. Et vous dites, mais nous, on veut dénoncer tous les traités dans lesquels la France est liée avec l'Europe. Bon, d'abord dire une chose... Est-ce que ça, c'est pas un sujet d'inquiétude pour les Français en se disant, mais eux, ils veulent dénoncer tous les traités? Encore une fois, vous êtes un commentateur aguerri de la vie politique et vous ne pouvez pas penser que la France Insoumise propose de sortir de l'Europe. Ça n'a aucun sens. Qui dit ça? De renégocier les traités. Oui, mais ça a du sens par contre. Parce que vous voyez, Yves Tréhard, aujourd'hui, dans le débat politique, il faut être précis, l'Europe c'est de la géographie, c'est pas de la politique. Vous savez qu'on peut être membre de l'Union européenne, on peut faire partie de l'Europe sans être membre de l'Union européenne. Il y a des pays pour qui c'est le cas. Nous, ce que nous disons aujourd'hui, c'est que l'Union européenne telle qu'elle fonctionne, ces traités particuliers, c'est une construction politique, donc ce qui a été construit politiquement, on peut le déconstruire pour construire autre chose. Ces traités particuliers empêche de mener une autre politique que le libéralisme économique, la concurrence libre et non faussée. C'est-à-dire que l'idéal européen qui devait nous prémunir de la guerre, qui était celui de la coopération entre les peuples, a été dévoyé sur l'autel de la compétition généralisée, de la concurrence libre et non faussée. En gros, vous pouvez voter pour à peu près n'importe qui dans l'Union européenne. Vous avez systématiquement la Troïka, la Commission, la Banque centrale qui viennent serrer à la gorge les peuples pour leur faire appliquer d'autres choix. Monsieur Juncker nous a quand même dit il n'y a pas de choix démocratique possible contre les traités. Manon Aubry, la candidate de la France Insoumise, c'est l'anti-Juncker. Elle dit il n'y a pas de traité possible contre les choix démocratiques. Il n'y a pas qu'elle, il y a aussi le Rassemblement national et M. Bardella, qui sont très remontés contre l'Europe, même s'ils ne veulent pas en sortir non plus. Est-ce qu'ils ne vous font pas de l'ombre, finalement? Parce qu'eux, ils voguent au double, presque au triple de voix de vous. Mais comment on peut penser sérieusement que Mme Le Pen puisse être le recours au Macron, Merkel et Juncker que l'on voit partout en Europe? Enfin, ce duel prétendu, bien organisé, n'est qu'un duo véritablement. Par qui? Mais en tout cas, il est entretenu par les médias. Regardez tout à l'heure sur une chaîne concurrente, peut-être que vous avez votre appréciation de cette situation, je ne vous demanderai pas de la commenter, mais on a un face-à-face entre Mme Loiseau, la candidate de La République En Marche, et M. Bardella. Vous criez à la justice? En tout cas, l'élection européenne n'a qu'un seul tour, et cette chaîne d'information crée de fait
un second tour factice qui nous rejoue le piège de la présidentielle. Le vote de 2017, pour beaucoup de Français, le deuxième tour, ça a été un deuxième tour dans lequel ils se sont sentis piégés entre Macron et Le Pen. Macron et Le Pen, c'est le piège qu'on veut nous rejouer pour empêcher de penser. Alors ensuite, sur le fond, regardez, Madame Le Pen, tout de même, observons un peu son programme et ses agissements. Madame Le Pen est celle qui propose que l'on travaille davantage. Elle est pour 39 heures, payer 39. Je ne crois pas que ça colle vraiment avec les revendications qu'il y a dans ce pays. De la même manière, Madame Le Pen, et elle le dit clairement, elle est contre la hausse du SMIC. Ensuite, en Europe, Madame Le Pen a pour alliés les Autrichiens qui viennent de voter la semaine de travail à 60 heures. Monsieur Salvini en Italie court après Monsieur Macron pour faire la flat tax comme lui. Et quand Monsieur Macron a fait la loi asile-immigration, ils s'en frottaient les mains en disant Monsieur Macron. Expliquez-vous que vous avez un militant qui s'appelle Monsieur Andrea Cotarac, qui est élu conseiller régional dans les Rhône-Alpes, Auvergne maintenant, qui est très proche de Monsieur Mélenchon aussi, qui dit ben moi je vais voter, je ne rallie pas, mais je vais voter Rassemblement National aux européennes parce que ça correspond plus à mes idées. Comment je l'explique? Que c'est un naufrage politique individuel. Mais voilà. Pour vous, non? Mais non, c'est un naufrage politique pour ce monsieur qui a perdu sa boussole, qui sans doute s'est laissé piéger par ce duel prétendu. Est-ce que c'est que la France insoumise est divisée? Mais d'abord, regardez, non. Absolument pas. Avec des souverainistes. Monsieur Tréhard, le programme de la France Insoumise, l'avenir en commun, était celui de la campagne de 2017. L'avenir en commun est toujours notre programme. C'est le contrat politique entre nous. Bien sûr, au sein de la France Insoumise, il y a des parcours politiques différents, il y a des cultures politiques diverses. C'est un mouvement, pas un parti. Et c'est donc du coup beaucoup plus, comment dirais-je, il y a bien des compositions différentes. Mais le contrat politique entre nous, c'est un programme. Et l'indépendantisme français en matière de géopolitique est toujours dans le programme. Mais ce jeune homme, il n'est pas assez souverainiste. Mais de quelle souveraineté parle-t-on, Monsieur Tréhard? Parce que ce jeune homme utilise, comme vous dites, le verbiage de l'extrême droite pour parler de souverainisme. Mais moi, je ne connais qu'une seule souveraineté en République, c'est la souveraineté du peuple. Et quand on parle de souveraineté nationale, je trouve que c'est un peu fumeux. Parce que moi, je ne reconnais que la souveraineté du peuple en République. Et si effectivement la nation est le cadre dans lequel s'exprime cette souveraineté, c'est très bien. Mais il faut être assez précis. Non, moi, ce que je veux dire, en tout cas, c'est qu'on voit quand même Monsieur Juvin qui était là, Monsieur Juvin qui était là à votre place, qui est numéro 4 sur la liste Rassemblement National, a dit un jour, il l'a répété ici, moi ça m'irait très bien de faire campagne finalement avec M. Ruffin, qui fait partie de votre mouvement. Je crois que ce n'est pas le cas de M. Ruffin, c'est ni le cas de M. Mélenchon, pas de moi et pas des gens de la France Insoumise. Si vous voulez, nous sommes dans l'histoire avec un grand H comme au quotidien, les adversaires résolus de l'extrême droite. Nous n'avons pas un projet ethniciste ou nationaliste, nous avons un projet de coopération entre les peuples. Entre le mouvement 5 étoiles strictement, et en tout cas ça ne se fera jamais avec nous, je vous le dis, de manière très claire. Donc M. Cotarac vient de casser sa boussole, il a décidé de partir avec nos adversaires politiques, et bien très bien, maintenant nous le comptons comme un adversaire, mais enfin, vous voyez, à 10 jours d'un scrutin, pour nous c'est un non-événement, ça ne compte pas. C'est un cas individuel et surtout un coup monté de longue main. Enfin, on apprend aujourd'hui que ça fait des semaines que ce monsieur discute avec l'extrême droite. Alors moi, ça me fait rire parce que le même, au conseil régional où il est élu, ferraillait avec M. Wauquiez. M. Wauquiez, à qui il reprochait parfois de courir derrière l'extrême droite, et aujourd'hui, c'est pitoyable, il s'en va lui-même avec l'extrême droite. Tout ça finira dans les poubelles de l'histoire politique. Parlons plutôt du fond, si vous le voulez bien. On va parler du fond. Vous dites vous-même que ce référendum, cette élection, c'était un peu un référendum anti-Macron. C'est comme ça que vous le présentez. Mais alors, ça veut dire que vous ne vous occupez pas de l'Europe, vous vous occupez que de considérations de politique intérieure. Je crois que c'est précisément parce qu'on s'occupe d'Europe que ça doit être un référendum anti-Macron. Ce n'est pas une astuce que de vous le dire. D'abord, dire une chose, avant même le mouvement... On ne vote pas pour vous, on vote contre Macron. Si, bien sûr, les deux se valent. Mettre un bulletin de vote France Insoumise dans l'urne le 26 mai, c'est faire d'un bulletin de vote plusieurs coups, je vous l'accorde. D'abord, sanctionner la politique de Macron en France, parce que supportez-le. Je veux dire, aujourd'hui, on sort d'une situation du grand débat national. M. Macron ne laisse absolument pas la voix au peuple pour s'exprimer sur cette situation. Par définition, le vote anti-Macron, il vient à nous, dans la mesure où le seul outil que nous ayons immédiatement pour sanctionner la politique d'Emmanuel Macron, c'est cette élection européenne. Ensuite, dire une chose quand même, l'essentiel des lois, à peu près la moitié des lois que nous avons à voter au Parlement national, sont directement traduites de directives européennes. 20%, vous savez, pas oui, mais c'est quand même déjà beaucoup, et en tout cas, c'est l'essentiel des lois dont on a beaucoup entendu parler. Je prends quelques exemples. La loi sur le Code du travail, c'était une directive européenne. Les budgets nationaux, avant d'être soumis au vote des parlements, sont soumis aux appréciations de la Commission européenne. Bon, c'est le cas sur un tas de choses. Moi, ce qui me pose problème, c'est pas tant le cadre dans lequel on évolue, M. Tréhard, c'est que nous avons des grands défis, et là, je viens sur nos propositions. Nous avons à régler le défi climatique. Il nous met toutes et tous au pied du mur, même par-delà nos désaccords politiques. Eh bien, je vous le dis, dans le cadre de ces traités
qui empêche l'harmonisation sociale et fiscale. C'est écrit dans le traité de fonctionnement de l'Union européenne. Ouais. Par conséquent, le dumping social, ce n'est pas un dommage collatéral de la construction européenne. Ça a été construit méthodiquement pour impacter entre eux des pays qui ne sont pas harmonieux socialement et fiscalement et leur dire battez-vous entre vous que le meilleur gagne. Eh bien ça produit des catastrophes. Pour régler le défi climatique, il faut se hisser à la hauteur du moment, imposer la règle verte en Europe. Nous avons proposé hier à l'Assemblée nationale que soit votée une résolution pour faire comme au Parlement britannique et irlandais, pour qu'on déclare l'état d'urgence climatique. Et il y a une pétition en ligne. Pourquoi vous ne faites pas cause commune avec M. Jadot alors? Alors, bien précisément parce que nous avons un vrai débat de fond avec les écologistes. Moi, je crois qu'à l'occasion de ces élections européennes, il faut changer d'écologiste, pour tout vous dire. Je m'explique. Monsieur Jadot nous explique qu'on peut faire l'écologie dans le cadre de l'Union européenne actuelle et que précisément à 27 ça va plus vite que tout seul. Sur le papier c'est plutôt joli et intéressant, mais le problème c'est que le cadre posé pour le faire à 27 empêche de le faire. Je vous prends deux exemples. Moi je ne suis pas scientifique, mais les scientifiques nous disent pour faire la planification écologique il vous faut investir à l'échelle de la planète 2100 milliards de dollars. À l'échelle du continent ou même de notre pays ça représente des centaines de milliards. Vous ne pouvez pas investir ces sommes qu'il faut investir pour l'industrie écologique dans le cadre des 3% de déficit. Je donne un autre exemple aussi. Vous voulez interdire le glyphosate, par exemple. Faire en sorte que nos agriculteurs en sortent, qu'on les accompagne pour cela, et faire en sorte que vous et moi et tous les autres, on en mange plus. Par rapport aux autres pays européens, parce que c'est 3 ans chez nous et 5 ans ailleurs. 3 ans chez nous dans un tweet d'Emmanuel Macron. Mais Emmanuel Macron a refusé de l'inscrire dans la loi. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de contradictions. Mais même si vous voulez interdire le glyphosate, si vous voulez que les produits glyphosatés des autres pays de l'Union ne viennent pas sur votre territoire national, pour que ça ait du sens de l'interdire, eh bien il faut les empêcher. Eh bien, en vertu des traités, ça n'est pas possible. Donc ceux qui vous chantent depuis 20 ans, l'Europe sociale et écologique. Sans revoir les traités, on ne peut rien faire. Dans le cadre des traités, on est extrêmement limité. Deux petites questions. Il y a un sujet qui commence à poindre son nez, notamment en Allemagne. Les Allemands disent il faut rapatrier le Parlement européen à Bruxelles. Il faut arrêter avec Strasbourg, ça coûte cher, c'est polluant, parce qu'il faut tout transporter. Vous êtes d'accord avec ça? Bon, la démocratie ne peut pas se résumer à est-ce que ça coûte trop cher. Raison pour laquelle, par exemple, quand M. Macron veut supprimer de 30% les parlementaires, il faut dire aux téléspectateurs que tous les mois, ce sont des tonnes de camions qui partent pour Bruxelles. Certes, de ce point de vue, on pourrait faire quelque chose parce que moi, par exemple, je suis soucieux au-delà même de la question des navettes entre les deux parlements, que par exemple, plus aucun camion ne traverse notre pays de haut en bas sans devoir passer par le rail. Or, vous savez précisément que depuis qu'on a voté le paquet ferroviaire et affaibli le fret, paquet ferroviaire qui a manqué d'être refusé au Parlement européen à 20 voix. Raison pour laquelle ça sert à quelque chose d'avoir des députés insoumis au Parlement européen. Eh bien, Strasbourg, pour moi, ça a du sens que le Parlement européen reste à Strasbourg. Vous êtes pour? Oui. Je suis pour. Alors, on doit sans doute améliorer le fait qu'on puisse rationaliser l'organisation de ce déménagement, y compris que ses conséquences soient limitées. Mais ça a du sens dans l'idéal européen de coopération entre les peuples. Parce qu'il y a une chose qui est souvent absente dans le débat européen. C'est la question de la paix, Yves Tréhard. Et moi, je suis très inquiet de cette situation. Et je vois que, y compris sur le vieux continent, certaines plaies peuvent se rouvrir. C'est-à-dire que l'idéal de coopération est abîmé. Mais de quel couple parle-t-on ? Il faut une coopération entre les peuples. L'Union européenne ne peut pas être entièrement mise à la botte des intérêts particuliers de l'Allemagne. On peut être bons amis et respecter que nos intérêts ne soient pas exactement superposables. On est suiveurs par rapport à l'Allemagne. C'est le moins qu'on puisse dire. On est des petits-enfants. Regardez, Madame Merkel, elle fait la politique qui est intéressante pour les intérêts particuliers allemands. Les Allemands ont plutôt une population vieillissante, ils ont des retraites par capitalisation, besoin de cours de bourse élevés. Nous avons des retraites par répartition, un modèle social qui est différent, une population jeune. On doit pouvoir être partenaire sans aligner tout le monde sur les intérêts de certains. Dans quel groupe allez-vous siéger? Et je termine juste sur la paix. Il faut donc sortir de l'OTAN. La guerre froide est terminée, nous n'avons plus rien à faire dans un système de défense arrimé aux États-Unis d'Amérique. Et moi, je mets en garde. Le seul projet qu'a Mme Loiseau, M. Macron, Mme Merkel, pour réenchanter l'Europe, c'est de préparer la guerre avec l'Europe de la défense. Eh bien, moi, je n'en veux pas. Non, vous voulez pas d'armée européenne? Actuellement, Yves Tréhard, il n'y a pas de peuple européen. Donc, il ne peut pas y avoir d'armée du peuple. Il n'y a pas de nation européenne. Évidemment que non. D'accord. On est avec Adrien Quatennens et on continue avec vos questions, chers internautes. Et Jean-Baptiste Sémergent qui nous a rejoint dans le studio. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour Yves, bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Première question, selon IMED, l'Europe s'est éloignée de l'Europe des peuples. Est-ce que vous comprenez IMED? L'Europe se serait éloignée des peuples. Non, pardon, l'Europe se serait éloignée des peuples, voilà, selon IMED. Mais évidemment, je le dis depuis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on avait un idéal de coopération entre les peuples. C'était valable à l'époque
pour mettre fin à la guerre, pour que la paix perdure. C'est toujours le cas aujourd'hui. Mais surtout aujourd'hui, face à des défis comme le changement climatique, nous sommes mis au pied du mur de devoir coopérer. Vous voyez bien que pour faire la planification écologique, si on a 12 ans pour le faire, comme nous dit le GIEC, il va falloir qu'on puisse mettre en partage les bonnes pratiques. Nous voudrions proposer à toute l'Europe, à tout ce pays aussi, de se lever le matin pour remplir ce défi. On a toutes les compétences techniques, tous les savoir-faire. Il manque la volonté politique pour faire autre chose que la concurrence libre et non faussée. Je crois que notre projet politique est plus enthousiasmant. On reste sur l'Europe. Le COM, sur Figaro Live, crie au vote sanction contre Emmanuel Macron aux européennes. Est-ce que c'est le risque, selon vous? Mais le vote sanction, mais de toute façon, je veux dire, on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire qu'après 6 mois de contestation populaire, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas de traduction politique. Et je dis à toutes celles et ceux qui ont 1000 raisons d'être en colère contre la politique d'Emmanuel Macron, allez voter. Quel que soit votre vote, allez voter parce qu'il faut faire en sorte de déjouer ce piège entre M. Macron et Mme Le Pen. Le vote le plus efficace pour le faire est celui de la France Insoumise. Moi, je voudrais que toutes celles et ceux qui ont exprimé leur colère depuis 6 mois se déplacent dans les bureaux de vote comme ils se sont déplacés sur les ronds-points, que le 26 mai soit quelque part l'acte 28 la liste soutenue par Emmanuel Macron perd à l'élection européenne, est-ce qu'il doit démissionner? Non, mais ça, c'est la surenchère de Mme Le Pen. En tous les cas, ce qu'il faut, c'est y mettre un contenu politique. Et vous comprenez bien, et c'est ce que je vous explique ce matin, que le recours ne peut pas être Mme Le Pen qui veut faire pire que lui en matière économique et sociale. Qu'est-ce qui se passe s'il perd cette élection? Mais de toute façon, s'il perd cette élection, il sera affaibli. Mais sur quelle base politique? Pour faire quoi? Pour faire le projet ethniciste, nationaliste de Mme Le Pen, pour qu'on aille travailler davantage, pour qu'on n'augmente pas le SMIC, pour qu'on fasse quoi? La semaine de travail 60 heures comme les Autrichiens, ça n'est pas possible. Donc, quand je dis que voter pour Manon Bry, la France Insoumise, c'est faire d'une pierre plusieurs coups, non seulement avec ce vote, vous envoyez députés de combat au Parlement européen pour faire face au lobby, vous sanctionnez la politique d'Emmanuel Macron et vous signifiez l'urgence absolue de faire naître l'alternative sociale et écologique. Nous sommes les seuls, je crois, à vouloir abolir la directive du travail détaché qui organise le dumping social et l'esclavage moderne au sein de l'Union européenne. Nous sommes les seuls à proposer une politique écologique qui soit véritablement conséquente. Autre question. On parlait de dumping social. Farouk vous interroge sur le Brexit et les Brexiteurs. Est-ce que travailler avec les Brexiteurs vous inquiète-t-il? D'abord dire une chose. Le Brexit est un symptôme de la dislocation en cours de l'Union européenne. Et jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas la France Insoumise qui a poussé au Brexit. Précisément, des gens comme Emmanuel Macron, Madame Loiseau, qui nous disent « Au secours, l'Europe se disloque », feraient bien de voir qu'ils sont les principaux responsables de cette dislocation. Les M. Macron, Madame Merkel et M. Juncker, dans leur comportement, dans leurs agissements, quand ils déclarent qu'il n'y a pas de choix démocratique contre les traités, quand ils imposent à grande cuillerée à tout le monde la même politique à l'échelle de tout le continent, créent eux-mêmes les conditions que l'Union européenne, c'est détestable aux yeux des peuples. C'est la raison pour laquelle, effectivement, il faut une alternative. Si on s'assoit sur une chaise et qu'on regarde, ça va se disloquer. Donc ceux qui prétendent vouloir sauver l'Europe sont en fait les principaux fossoyeurs. Deux questions plus concrètes. Serge, je rappelle que vous êtes député du Nord. Et quel est votre bilan actuel pour votre circonscription? Vous demande Serge. Écoutez, moi je passe mon temps à faire des allers-retours entre la circonscription et l'Assemblée nationale en faisant en sorte de décloisonner le plus possible les débats que nous avons à Paris pour les rendre intelligibles et en discussion pour le plus grand nombre. Alors bien évidemment, aujourd'hui, il n'y a plus de cumul des mandats et moi je pense que c'est une très bonne solution. Donc on a encore parfois des gens, c'est vrai, qui viennent nous voir avec des considérations qui sont plutôt celles qu'on donne à voir à un maire, par exemple, des compétences locales, que moi je n'ai pas. Mais moi je me charge à chaque fois qu'il y a une vraie discussion législative à l'Assemblée sur laquelle je m'investis, et c'est le cas de beaucoup de sujets, de faire en sorte que les acteurs locaux soient en capacité. Avec eux, évidemment, ça se passe bien. Évidemment, mais avec vraiment la volonté de ne pas leur mentir. C'est qu'on n'est pas là pour faire du clientélisme et qu'on n'a pas de poste à distribuer ou que sais-je. Il y a des pratiques politiques qu'il faut faire disparaître. Nous ne sommes pas là pour imiter les pratiques qui nous ont précédés. Nous voulons réhabiliter le vrai sens de la politique et du parlementarisme. Dernière question. Selon Thierry, la différence entre vous et le Rassemblement national, c'est que vous êtes pro-migrants et eux sont anti-migrants. C'est simple. Est-ce que c'est un des points, effectivement, qui vous sépare? Ça ne veut strictement rien dire. Je m'explique. Sur la question de l'immigration, d'abord dire une chose, c'est que les mouvements de population sont vieux comme l'histoire de l'humanité. Et que quand Mme Le Pen nous vend une submersion migratoire, c'est une fake news. Pour la raison que si on regarde vraiment ce que sont les mouvements de population aujourd'hui, ce qui arrive à l'échelle de l'Union européenne est très faible, c'est à peine 0,2% de la population. Première chose, il n'y a pas de submersion. Ensuite, les mouvements de population sont d'abord et avant tout des mouvements entre pays du Sud eux-mêmes. C'est un fantasme l'idée que c'est essentiellement des mouvements Sud-Nord, ça n'existe pas. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est que l'Union européenne est incapable d'organiser raisonnablement les conditions de l'accueil. Nous avons un devoir d'humanité quand des gens arrivent à nos portes, fuyant les guerres, fuyant les conséquences du changement climatique. Vous, c'est pas de raccompagner à leurs frontières les migrants, mais c'est ça, c'est inefficace, Monsieur Tréhard. Non, le problème est le suivant. C'est d'abord de dire que quand des gens fuient les guerres, les conséquences du changement climatique
ou les accords commerciaux inégaux, il faut créer les conditions de l'accueil. L'Union européenne est incapable de la créer parce qu'avec les règles de Dublin, elle impose que ce soit le premier pays d'entrée qui prenne tout l'effort sur son dos. Nous avons un devoir d'humanité qu'il faut partager et organiser. Ensuite, dire une chose, Madame Le Pen peut nous dire on met les plus grands barbelés, on n'accueille plus personne. De la même manière, d'autres peuvent vous dire on accueille tout le monde, ça règle quand même pas le problème. Parce qu'aujourd'hui, on a 67 millions de personnes qui sont contraintes et forcées. Il faut rappeler que l'immigration est une souffrance qui oblige les gens à partir. 67 millions de personnes. Si l'on n'endigue pas le changement climatique, le GIEC nous dit d'ici à 2050, ce sont 250 millions de personnes qui vont être poussées à quitter leur pays. Pas choisir de le quitter, ne pas avoir d'autre choix que de le faire. Donc il faut aussi s'employer à traiter les causes. Le changement climatique, les accords commerciaux inégaux et les guerres, raison pour laquelle notre programme est conséquent. Dernière question, Adrien Quatennens. On a vu quelques débats à la télévision et puis même dans l'univers médiatique. Vous êtes la figure de proue avec Madame Aubry de ce débat sur les européennes. Vous avez représenté votre parti face aux autres chefs de parti. Il est où Jean-Luc Mélenchon? C'est vous maintenant la tête de la France Insoumise? Non, vous vous trompez. En vérité, nous sommes tous très complémentaires. Il est en retrait comme ça? Mais Jean-Luc Mélenchon est aussi le principal responsable du fait que d'autres figures aient émergé. Il est très pudique sur le sujet, mais moi je veux lui reconnaître ça. Combien de responsables politiques de sa génération ont été en capacité de former de nouvelles générations qu'on envoie vous répondre à toutes vos questions? Lui, il l'a fait. Lui, il a su le faire, comme il a su créer une force, la France Insoumise, sans quoi, peut-être, nous en serions à la situation de l'Italie, où tout le camp progressiste et la gauche ont disparu. Donc ça, c'est le travail de Jean-Luc Mélenchon. Ensuite, bien sûr, aujourd'hui, il y a un collectif autour de ce principal porte-parole qu'il est. J'en suis, Manon Aubry en est, François Ruffin en est, Alexis Corbière, Éric Coquerel, plein d'autres, Mathilde Panot. On a plein de gens talentueux. On en a encore plein les bagages, d'ailleurs, que vous allez voir apparaître à l'occasion de ces élections européennes. Et ça fait un collectif qui montre que nous sommes une force, bien sûr, d'opposition. Mais il est effectivement bien là, toujours solide et déterminé, et vous allez continuer à le voir. C'était Adrien Quatennens, député du Nord de la France Insoumise, qui était dans nos studios à l'occasion de la campagne des élections européennes. Merci Adrien Quatennens d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci Jean-Baptiste Sémergent d'avoir été le porte-parole des questions des internautes. Et à demain, si vous le voulez bien.